La question que tout le monde se pose, l'hydroxychloroquine est-elle efficace contre le coronavirus? Le professeur Raoult a publié 3 études qui montreraient l'efficacité de cette molécule. Ces études ont été vivement critiquées, nous allons voir pourquoi en les analysant. A l'inverse, en juin paraît une étude qui commence à semer le doute sur son efficacité. Elle est publiée dans le Lancet, qui est pourtant un journal très réputé. Mais suite à plusieurs incohérences, cette étude est rétractée quelques semaines plus tard. Par la suite, une étude britannique appelée Recovery annonce qu'elle arrête définitivement ses recherches sur l'hydroxychloroquine pour des questions d'inefficacité de la molécule. Alors, avons-nous eu raison de faire confiance au professeur Raoult? La chloroquine est un antipaludique. La plupart du temps, elle est prescrite sous sa forme dérivée qu'on appelle l'hydroxychloroquine, parce qu'elle est 2 à 3 fois moins dangereuse pour l'homme. Puisque la molécule existe déjà, si elle était efficace pour traiter le coronavirus, cela nous permettrait de gagner un temps précieux. À l'heure actuelle, certains pays autorisent sa prescription, d'autres pays l'interdisent, mais pourquoi y a-t-il autant de controverses? Comme tout médicament, il peut y avoir des effets secondaires. Il faut donc prescrire de l'hydroxychloroquine si les effets bénéfiques sont supérieurs aux effets néfastes. Avant de faire des tests sur les humains, c'est-à-dire in vivo, on va faire des tests in vitro, c'est-à-dire en cellules. Ça a été fait pour la chloroquine sur le coronavirus. On a montré que ça marchait bien, mais ça suffit pas pour que ça marche in vivo. La preuve, c'est que l'hydroxychloroquine marchait bien dans des résultats in vitro sur le HIV, mais on a montré au contraire que in vivo, c'est-à-dire sur des êtres humains, l'hydroxychloroquine avait un effet plutôt négatif sur le HIV. Les résultats in vitro, ça permet donc d'avoir une idée de quelle molécule pourrait marcher sur les êtres humains, mais pas plus. On pense que ce traitement va tout révolutionner parce qu'il ne coûte pas cher et parce qu'il marche in vitro. Le processus auquel nous sommes habitués en science, de dire oui, ça marche au laboratoire, mais il faut d'abord démontrer avec une étude, si possible comparative, que ça marche aussi chez les humains. C'est une espèce de rite scientifique, si vous voulez, dont on n'est pas sûr qu'il soit très raisonnable. Une première étude a été publiée le 18 février 2020 dans la revue Bioscience Trends. C'est une étude qui a été menée par des chercheurs chinois, qui a été faite en Chine, dans des hôpitaux notamment à Wuhan. L'article est très succinct. Il évoque néanmoins des résultats encourageants pour plus de 100 patients qui sont atteints du Covid-19. Alors, cette étude, elle a peu voire pas de détails sur sa méthodologie et ne donne pas de données brutes, ce qui est indispensable pour faire une revue par les pairs et pour pouvoir l'analyser et éventuellement pouvoir la refaire. Néanmoins, ça peut quand même donner une indication en faveur de ce médicament. Il faut donc approfondir les recherches. Les éléments ont été suffisants pour que le gouvernement et tous les experts chinois, c'est des experts qui corrélent au coronavirus, hein, pas que sur le papier, c'est leur métier, hein, prennent une position officielle en disant maintenant il faut traiter avec de la chloroquine les infections à coronavirus. C'est déraisonnable de dire écoutez, les Chinois on s'en fiche. Non, non, c'est pas comme ça. Après, bien entendu, chacun sait qu'entre le moment où on a les premiers résultats et le moment où on fait une publication internationale acceptée, il faut un certain temps. Pour l'instant, comme il n'y a pas d'autre alternative qui soit crédible, entre donner un médicament qui a été testé par les gens qui ont le plus de connaissances au monde sur une maladie et essayer une nouvelle molécule en disant écoutez, peut-être que cette nouvelle molécule marche, il faut revenir à une réflexion basique, si vous voulez. Alors, on va vérifier cette information. Là, on est sur le site de la santé du gouvernement chinois, donc qui nous propose les diagnostics et les traitements du Covid. On a comment traiter la pneumonie infectieuse du nouveau coronavirus. Donc, on nous propose plusieurs choses, se reposer au lit, etc. On propose des inhalations d'interférons,
On propose aussi du lopinavir, ritonavir, voilà, avec plein d'autres choses. Et puis, on nous dit, outre le ribecvir, le phosphate de chloroquine, le facilavir et un certain nombre de médicaments commercialisés ayant une activité antivirale dans les spécialités chinoises sont en cours de découverte. Donc, on n'est pas sûr qu'ils fonctionnent vraiment. Et d'ailleurs, le lopinavir, ritonavir sont considérés par les conclusions de certaines études comme des molécules inefficaces. Donc déjà, il n'y a pas qu'un seul médicament recommandé par le gouvernement, et en plus, ce n'est pas parce qu'il y a des recommandations officielles du gouvernement que l'efficacité de la molécule a été montrée. Maintenant, puisque à l'époque, on n'a pas d'autres traitements efficaces, et puis que ces traitements sont encourageants, le gouvernement chinois a proposé de traiter les malades avec. Le 26 février, le professeur Raoult et son équipe font une prépublication sur l'hydroxychloroquine et l'azithromycine d'une étude qui portait sur 42 patients qui étaient infectés du coronavirus. Parmi ces 42 patients, il y en avait 26 qui ont été traités à l'hydroxychloroquine, avec certains azithromycine qui a été rajouté. Tout ça a été comparé à 16 patients qui ont été traités sans hydroxychloroquine, qui venaient de d'autres centres du sud de la France, et qui a constitué, pour cette étude, ce qu'ils ont appelé le groupe contrôle. L'étude donne les résultats sur 6 jours d'observation de l'évolution de la charge virale pour ces patients infectés. Parmi les 26 patients traités à l'hydroxychloroquine, il y en a 6 qui ont été exclus de l'étude pour des raisons médicales. Certains ont été transférés dans des unités de soins intensifs. Il y en a un autre qui est mort et du coup, ils ont été exclus. Il en conclut au jour numéro 6 que 70% des patients traités avec de l'hydroxychloroquine ont été soignés, comparé à 12,5% du groupe de contrôle. Il en conclut également que sur ces patients traités avec de l'hydroxychloroquine et de l'azithromycine, il y a 100% de ces patients qui ont été soignés, comparé à 57,1% qui ont été soignés seulement avec de l'hydroxychloroquine. Et toujours 12,5% du groupe de contrôle. Alors, les critiques objectives qu'on peut faire sur cette étude, il y en a plusieurs. La première, c'est que le groupe est assez peu représentatif. Il n'y a que 26 patients qui ont été traités avec de l'hydroxychloroquine. La deuxième, c'est que 6 patients ont été sortis de l'étude, des patients qui étaient au départ traités avec de l'hydroxychloroquine. De sortir des patients de l'étude, ça fausse les résultats, et au final, les résultats qui ont été annoncés n'auraient peut-être pas été les mêmes si on avait laissé ces 6 patients dans l'étude. La troisième, c'est qu'on ne connaît pas l'état clinique des patients, ni dans le groupe contrôle, ni dans le groupe traité avec de l'hydroxychloroquine. On ne connaît sur aucun patient son état de santé quand il est arrivé. Est-ce qu'il avait des problèmes au cœur? Est-ce qu'il avait des problèmes aux poumons? Est-ce qu'il avait de l'obésité, etc. On sait que ce sont des facteurs importants pour cette maladie. Et on ne connaît pas non plus la charge virale des patients du groupe contrôle, comme vous pouvez le voir ici. Est-ce que les patients du groupe contrôle, quand ils sont arrivés, c'est-à-dire au jour 0, est-ce qu'ils avaient un état de santé grave ou est-ce qu'ils étaient proches de la rémission? C'est quand même un élément important pour pouvoir analyser cette étude. Avant d'aborder la suite, on a besoin d'expliquer ce qu'est un test PCR et qPCR. Alors globalement, c'est un test qui permet de savoir si le patient est positif ou non au coronavirus, c'est-à-dire de connaître sa charge virale. Alors là, ça va devenir un peu plus technique. On va prélever, globalement ici dans le nez, des échantillons du virus. Le virus est défini par son code génétique, donc son ADN, mais cet ADN est minuscule. Pour pouvoir voir la quantité d'ADN, donc c'est-à-dire la quantité de virus, on va devoir dupliquer plein de fois cet ADN pour pouvoir l'amplifier, et c'est ce qui va nous permettre de pouvoir l'observer. Au départ, on a donc notre ADN avec 2 branches. On va faire ce qu'on appelle une dénaturation, c'est-à-dire qu'on va le séparer en 2. Pour être sûr de dupliquer uniquement le virus, on va mettre dans la solution ce qu'on appelle des amorces, qui sont des bouts d'ADN qui sont complémentaires avec l'ADN du virus et qui vont donc venir se coller sur une des 2 branches.
Pour compléter toute la branche d'ADN, il y a de la polymérase dans cette solution. Et on se retrouve donc à la fin du cycle avec 2 fois 2 branches d'ADN. À chaque cycle, on double donc la quantité de message viral qu'on a. On applique ensuite un produit fluorescent et s'il y a eu assez de cycles, si l'information virale s'est assez dupliquée, eh bien on va pouvoir l'observer avec une lampe UV. Quand on parle d'un PCR de 35, ça veut donc dire qu'on a eu besoin de 35 cycles pour pouvoir observer l'information virale. Pour schématiser grossièrement, parce que ça dépend aussi du facteur d'amplification, mais si un patient a un PCR de 34, ça veut à peu près dire qu'il a 2 fois moins d'ADN de virus qu'un patient qui a un PCR de 35. Au passage, dans l'étude, il y a un patient qui passe d'une QPCR de 27 à une QPCR de 19, c'est-à-dire que le patient aurait 250 fois plus de virus que la veille. On peut alors déjà s'interroger sur la fiabilité des tests QPCR effectués. Pour le PCR, ça va être à peu près le même fonctionnement dans le principe. On va dire à la machine de faire tant de cycles, par exemple 20 cycles. On mélange au produit fluorescent et on fait migrer sur un gel d'agarose. Et puis on va juste détecter s'il y a un trait lumineux, donc ça va nous révéler la présence du virus ou pas, positif ou négatif. Mais 20 cycles en PCR ne sont pas la même chose que 20 cycles en qPCR, et du coup les deux méthodes ne sont pas comparables. Et pourtant dans cette étude, les deux méthodes sont comparées. Et enfin, dernière chose, le test PCR, c'est juste un test de luminescence à l'œil nu. Et du coup, on peut faire varier la lampe UV, la puissance de la lampe UV, plus ou moins fort. Et si on met la lampe UV très fort, le résultat du test sera positif parce qu'on va voir des résidus du coronavirus, alors même qu'il n'y en a plus beaucoup dans le corps. Il serait intéressant dans cette étude d'avoir toutes les données et d'avoir aussi les polaroïdes de ces fluorescences. La quatrième, c'est que les résultats au test PCR sont seulement un jour sur deux pour certains patients. Dans cette étude, il y a une extrapolation qui est faite, puisque les patients ne sont testés que un jour sur deux. Entre ces 2 jours, on va conclure dans ce papier si le patient est positif ou non en fonction des résultats des 2 autres jours qui l'entourent. Par exemple, s'il y a un test qui donne un résultat négatif au jour 1 et négatif au jour 3, on va en conclure que le test serait négatif au jour 2. Ce qui n'est pas forcément vrai. D'ailleurs, il y a des patients dans cette étude qui ont un test PCR négatif, puis le lendemain positif, puis à nouveau négatif. On ne peut pas en déduire du coup que entre les 2 jours négatifs, il y a forcément du négatif. Ce qui nous amène à la 5e critique objective, qui est que le traitement a été suivi jusqu'au jour 6, alors qu'elle était, comme vous pouvez le voir, prévue pour aller jusqu'au jour 14. C'est pas forcément négatif en soi, parce qu'on peut comprendre le raisonnement derrière, qui est de fournir des résultats le plus rapidement possible. Seulement, ça modifie éventuellement les résultats qu'on peut obtenir. Par exemple, si jamais au jour 6, on avait beaucoup de négatifs qui se transformaient au jour 7 en positifs, comme ça peut arriver ici, les résultats, les pourcentages de la fin de l'étude ne seraient pas identiques. Une solution pour avoir les deux, c'est-à-dire d'avoir des résultats très rapidement, mais aussi d'avoir tous les résultats de l'étude, ça aurait été de fournir les résultats du jour 7 jusqu'au jour 14 également, ce qui n'a pas été fait. La 6e remarque qu'on peut faire, c'est que l'étude était censée s'intéresser à l'évolution de paramètres comme la pyrexie, la normalisation de la fréquence respiratoire, la durée moyenne d'hospitalisation et la mortalité. Ces données sont absentes du papier. Alors peut-être qu'ils avaient à cœur de publier le plus rapidement possible. Dans ce cas-là, il faudrait publier le reste dans un second temps, ce qui n'a pas été fait à ma connaissance. 7e remarque, est prévu dans l'étude que les sujets ne soient pas âgés de moins de 12 ans, ce qui n'est pas le cas, il y a un sujet de 10 ans. La 8e, très importante, il n'y a pas de comparaison avec un placebo. Il faut en effet pouvoir différencier l'effet placebo, plus généralement les effets contextuels,
avec le traitement et l'efficacité réelle de la molécule. Une molécule qui n'a absolument aucun principe actif pourra quand même avoir un effet bénéfique sur la santé du patient en fonction de cet effet placebo. Par exemple, le simple fait d'avoir confiance en son médecin ou alors que son médecin porte une blouse blanche peut améliorer cet effet placebo et dans certains cas améliorer la santé du patient. Pour vérifier que le médicament est plus efficace que le seul effet placebo, on réalise en général des tests randomisés en double aveugle, c'est-à-dire que ni les médecins ni les patients ne savent si les patients prennent le placebo ou s'ils prennent la molécule active. Et sur certaines maladies, l'effet placebo soigne certains patients, et si le traitement testé est efficace, il aura encore des meilleurs résultats que le placebo. À Marseille notamment, là où le professeur Raoult a administré l'hydroxychloroquine, l'effet placebo a pu être très amplifié par le fait que les Marseillais, pour la plupart d'entre eux, croyaient fortement en l'efficacité de l'hydroxychloroquine et faisaient globalement très confiance au professeur Didier Raoult. Alors au moins le principe du double aveugle est important. Après le principe du randomisé, c'est-à-dire que les traitements vont être assignés de manière aléatoire aux patients, a été remis en question par le professeur Raoult. Sur la version de Wikipédia en anglais, vous avez qu'à lire, vous verrez qu'il y a la moitié qui dit voilà, il faut faire des essais randomisés, l'autre moitié qui dit voilà pourquoi il ne faut pas en faire. Concernant la page Wikipédia, voici les limites qu'on peut trouver dessus. Les facteurs qui peuvent limiter les études contrôlées et randomisées sont le lieu, donc ici il n'y a pas de problème de lieu, l'utilisation réelle de produits médicaux ou le strict respect d'un protocole par les patients, là on est toujours à l'hôpital, il y a les infirmiers ou les médecins qui administrent, donc il n'y a pas de problème. Procédures diagnostiques ou un suivi intensif qui peuvent être difficiles à appliquer dans le monde réel, oui c'est vrai, ça peut être difficile, mais c'est la base d'une étude solide. Critères d'évaluation composite rarement utilisés dans la pratique clinique, c'est vrai, mais c'est aussi le cas dans les autres types de tests. Un rapport des effets indésirables incomplet, ça peut être aussi le cas dans les autres tests. Les effets indésirables rares ont une faible chance d'être détectés, c'est vrai, sauf si on est à l'hôpital, comme c'est le cas ici, puisqu'on peut observer les patients. Donc du point de vue des limites, il n'y a pas vraiment de problème. Par contre, c'est vrai que du côté des inconvénients, là on va voir, ça pose quelques soucis. Quand il n'y a pas assez de patients, il y a un problème au niveau de la gestion des statistiques, c'est aussi le cas dans les autres types d'études. Un ECR peut être extrêmement onéreux, c'est vrai, c'est pour ça que ça peut poser problème. Du fait de leur coût et leur financement par l'industrie, les ECR de médicaments font peu de place au repositionnement de molécules bon marché potentiellement efficaces mais tombées dans le domaine public. Ça c'est vrai, c'est un peu ce que dénonce le professeur Raoult, qui est uniquement les labos pharmaceutiques qui veulent gagner de l'argent avec des nouvelles molécules et avec des nouveaux produits, qui font de la recherche. Et un autre problème qui peut être le cas dans beaucoup d'études, pas forcément dans les études randomisées et contrôlées, c'est le fait que les études qui ne vont pas marcher, qui ne vont pas aller dans le sens de ce que veut montrer l'étude au départ, ne vont pas être publiées. On va prendre un exemple au hasard. S'il y avait un laboratoire qui voulait montrer l'efficacité d'un médicament qu'on va appeler X, et qu'il arrive à la conclusion que le médicament X ne marche pas, il ne va pas publier ses résultats pour ne pas faire défaut à ce qu'il souhaite montrer. C'est ce qu'on appelle le biais de publication. Et enfin, le point peut-être le plus important sur lequel le professeur Didier Raoult a raison, c'est que les ECR sont très longs à mettre en place et qu'en temps de pandémie comme celui-là, on n'a pas forcément le temps nécessaire pour le faire. 9e remarque, un des auteurs que vous voyez ici, Jean-Marc Rollin, est également éditeur en chef de la revue dans laquelle l'étude est publiée. Ça peut poser éventuellement un problème de conflit d'intérêts. On ne posera pas la question ici du délai du peer reviewing qui a été très court parce que ce sont des circonstances qui sont vraiment exceptionnelles dans une situation de pandémie comme celle-là. Ils avaient besoin de résultats rapides, d'avis rapides. Alors peut-être que la communauté scientifique s'est investie pour faire un reviewing très très rapide. On laisse donc la possibilité que ça puisse arriver et on ne va pas juger là-dessus. 10e remarque, le traitement à base d'hydroxychloroquine et d'azithromycine combinée a été porté sur très peu de patients, 6 patients. Les résultats de 100% de réussite et de rémission sont donc à prendre avec des pincettes. Voici d'ailleurs la question d'un généticien au professeur Didier Raoult. Mais pourquoi n'avez-vous pas fait des essais cliniques dignes de ce nom dès le départ, qui auraient pu définitivement répondre oui
ou non, l'hydroxychloroquine a un effet. Vous saviez très bien qu'en publiant ces pseudo-essais thérapeutiques, ou ces pseudo-essais cliniques, en fait, ils n'étaient absolument pas recevables par qui que ce soit, parce que quand on se retrouve sur une publication à la fin avec 6 patients, on sait très bien que c'est pas un essai clinique. Alors pourquoi vous ne l'avez pas fait, cet essai clinique? Ça nous titille tous dans notre communauté, dès le départ. C'est un peu facile de remettre en cause le système des essais thérapeutiques, mais enfin, c'est ce qui se pratique et qui va se continuer à se pratiquer très vraisemblablement dans l'infectiologie y compris. Non, je suis pas d'accord avec ça. D'une part, ce que nous avons fait, c'est ce qui se fait de plus simplement, c'est-à-dire quand on fait un essai thérapeutique, si vous voulez, quand les choses deviennent significatives, c'est de l'éthique basale, hein, et l'éthique a rien à voir avec la méthodologie, c'est deux choses distinctes. L'éthique basale, c'est que quand on a la preuve que quelque chose marche, et on doit le faire à mi-chemin, quand on a la preuve que quelque chose marche, on arrête l'essai. Et donc, je suis désolé que vous n'aimez pas mon essai, moi je l'aime beaucoup, et je trouve qu'il a toutes les bases d'un essai, de la seule manière de faire des essais, qui est de faire des essais comparatifs et d'avoir une différence significative. Et contrairement à ce que vous dites, et ça, alors là, je m'excuse, mais alors c'est une erreur radicale, moins il y a de gens quand c'est significatif, et plus c'est significatif. Quand vous avez 10 000 personnes, vous êtes obligé d'avoir 10 000 personnes dans un essai pour monter une significativité, c'est qu'il n'y a aucune différence. Parce que je vais vous dire, il y a 15% des gens qui ne prennent même pas les médicaments qu'on leur prescrit. Donc quand vous cherchez des différences de 1%, vous n'êtes plus dans la médecine, vous êtes dans du fantasme méthodologique. Donc tout essai qui comporte plus de 1000 personnes est un essai qui cherche à démontrer des choses qui n'existent pas. Voilà pourquoi ce raisonnement est faux. Imaginons qu'on lance une pièce de monnaie 6 fois d'affilée. Elle a donc à chaque fois une chance sur 2 de tomber sur pile. Mais il peut arriver que la pièce tombe 6 fois d'affilée sur pile. Lorsque ça arrive, est-ce qu'on peut en conclure que la pièce a 100% de chance de tomber sur pile? Non, elle a toujours 50% de chance. Dans le cas des essais cliniques, c'est la même chose. Imaginons que les patients aient une chance sur 2 de survivre avec le traitement. Il arriverait que pour 6 patients, les 6 survivent. Ça ne voudrait pas dire que le traitement marche à 100%. Alors, imaginez maintenant que les patients guérissent déjà spontanément, sans médicaments, non pas 1 fois sur 2, mais 5 fois sur 6. Cela arriverait encore plus souvent d'avoir 6 patients guéris. Par contre, en tirant notre pièce 1000 fois, on va se rapprocher très fortement des 50% de pile, la vraie valeur. De même, si on évalue 1000 patients, on va se rapprocher fortement de la vraie valeur de guérison. C'est pour ça que c'est important de faire des études sur un nombre important de patients. La dernière remarque, c'est sur la conclusion de cette étude qui dit que l'hydroxychloroquine est un traitement efficace contre le Covid-19. Or, avec tous les éléments que nous avons vus, cette étude ne peut pas conclure sur le fait que l'hydroxychloroquine est un traitement efficace. S'il n'y avait pas eu autant d'erreurs de méthodologie dans cette étude, on aurait pu éventuellement en conclure que l'hydroxychloroquine pourrait être un traitement efficace, mais ça reste encore à montrer. Voilà, nous concluons ici la fin de cette première partie. Dans la prochaine vidéo, nous analyserons la deuxième étude du professeur Didier Raoult, qui est consacrée à la combinaison hydroxychloroquine plus azithromycine. Si cette vidéo vous a appris quelque chose ou vous a ouvert une nouvelle manière de voir les choses, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, à liker la vidéo ou à la partager. Tout ce qui a été montré et dit dans cette vidéo est en source dans la description. Et je vous dis à bientôt.